Bonjour. Aujourd'hui, on explore une période qui fait rêver, la Belle Époque. On pense tout de suite à l'élégance, une certaine douceur de vivre, Paris. Oui, Paris en fait. L'art nouveau. Une image assez séduisante, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il y avait vraiment derrière cette façade? C'est un peu ça la question, non? Tout à fait. On parle de quelle période déjà? Grosso modo, la fin du 19e siècle. Disons 1890, peut-être un peu avant, jusqu'à 1914. Juste avant la catastrophe. D'accord. Et on s'appuie sur quoi pour en parler? Des sources type Wikipédia, des retranscriptions? C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est le nom lui-même, Belle Époque. Ce n'est pas un nom qu'on utilisait à l'époque, hein? Ah non, Non, non. c'est ce qu'on appelle un chrononyme, un nom donné après coup. Donc un nom qui vient de la nostalgie, après la guerre de 14-18, pour dire avant c'était mieux. Exactement, c'est né juste après la guerre, vers 1919-1920, pour contraster avec l'horreur vécue. Ça évoque un peu un âge d'or perdu, quoi. Notre mission alors, c'est de voir si cet âge d'or était si doré que ça en regardant de plus près. Confronter le mythe et la réalité. Voilà. Cette image idéalisée, elle s'est construite sur quoi? Sur une période de paix relative en Europe occidentale, c'est vrai, et aussi une certaine prospérité économique après des années plus difficiles. Une paix relative, en France aussi, après des moments très tendus. La guerre de 70, la commune, les crises politiques. Oui, comme la crise boulangiste, cette poussée nationaliste un peu bizarre, ou bien sûr l'affaire Dreyfus, ça a vraiment secoué le pays. Mais la République, la troisième, semblait quand même s'installer plus solidement. Elle s'installe, oui, avec des lois importantes, comme les lois Ferry sur l'école, ou la séparation de l'Église et de l'État en 1905, ça c'est structurant. Et en même temps que cette stabilisation, il y a une effervescence incroyable, non? Surtout technique. Ah oui, c'est l'époque des inventions qui changent la vie, l'électricité qui arrive dans les villes, Paris, la ville lumière, L'automobile qui commence à pointer le bout de son nez, les premiers avions, c'est fou quand on y pense. Blériot qui traverse la Manche en 1909. et le métro à Paris en 1900, le développement du train, les communications aussi avec le téléphone, la TSF, le début du cinéma avec les frères Lumière. L'exposition universelle de 1900, ça a dû être quelque chose. Ah bah oui, une vitrine mondiale du progrès. La tour Eiffel datait de l'expo précédente, mais là on construit le Grand Palais, le Petit Palais, le pont Alexandre III. C'est vraiment la célébration de la science, de la technique. Une fois dans le progrès, presque. Presque oui. Mais la question c'est, est-ce que tout le monde en profitait de ce progrès? Ça c'est moins sûr. Et culturellement? Là aussi, ça explose, non? Complètement. C'est l'apogée de l'art nouveau, avec Guimard, Gallet, Lalique, dans l'architecture, les objets. La peinture aussi. L'impressionnisme qui continue, le fauvisme, le cubisme qui démarre avec Picasso, la musique avec Debussy, Ravel, Satie. Et les ballets russes qui débarquent à Paris. Ça fascine, ça choque parfois. Il y a une vitalité culturelle incroyable. La presse aussi, les journaux tirent à des millions d'exemplaires. Les cabarets, le Moulin Rouge, le théâtre de boulevard. Oui, Zola, Proust en littérature. Et puis de nouveaux loisirs qui apparaissent. Le sport devient un spectacle, avec le Tour de France dès 1903. Le tourisme qui se développe, les guides Michelin, les stations balnéaires et le cinématographe qui attire les foules. Tout ça participe à cette image d'une France optimiste qui découvre de nouvelles façons de vivre. Bon, on a dressé un tableau assez belle, justement. Mais vous disiez que c'était plus complexe. Où sont les ombres? Elles sont bien là, et elles sont profondes. Derrière cette façade un peu brillante, il y a des inégalités sociales terribles. C'est-à-dire? Pour la classe ouvrière, dans les usines, les mines, les conditions de travail sont épouvantables. Des journées interminables, 10, 12 heures. Des salaires très bas, j'imagine. Et dangereux? Très dangereux. Pensez à la catastrophe minière de Courrières en 1906. Plus de 1000 morts. Ça rappelle la dureté de la vie pour beaucoup. On est loin, très loin, de la vie de la bourgeoisie sur les grands boulevards. Ces deux mondes devaient peu se croiser, en fait. Ou alors dans la tension. C'est l'époque où le mouvement ouvrier s'organise vraiment, avec la création de la CGT en 1895. Il y a énormément de grèves, Et elles sont réprimées? souvent très durement, comme celle des vignerons dans le Midi en 1907. Et puis, il y a les cicatrices de l'affaire Dreyfus. L'antisémitisme était très présent, très violent. Donc des tensions sociales, mais aussi politiques. Oui, un nationalisme très fort, très présent. L'idée de la revanche contre l'Allemagne après 1871, ça imprègne beaucoup les esprits. Et une certaine insécurité aussi, non? On parle parfois des Apaches à Paris. Oui, ces bandes de jeunes des quartiers populaires qui inquiètent.
Il y a aussi des affaires criminelles qui marquent, comme la bande à Bono. Et puis structurellement, la France n'est pas si en pointe que ça. Comment ça? Il commence à prendre du retard industriel par rapport à l'Allemagne, aux États-Unis. La population stagne, on parle de dépopulation, et ça reste un pays très rural en majorité. Et la place des femmes dans tout ça? Très en retrait. Juridiquement, elles ont peu de droits. Économiquement, c'est difficile, les salaires sont bien plus bas. Même si bien sûr il y a des figures incroyables comme Marie Curie et les premières revendications féministes qui commencent à se faire entendre. Et il ne faut pas oublier non plus la dimension coloniale. Ah non, surtout pas. La Belle Époque, c'est aussi une période d'expansion majeure de l'empire colonial français, en Afrique, en Indochine. C'est une source de richesse et de puissance pour la France, mais basée sur l'exploitation, la domination. Parfois, on exhibait même des populations colonisées dans les expositions, les fameux zoos humains. C'est glaçant. Donc au final, cette belle époque, c'est loin d'être juste un âge d'or simple et heureux. Absolument. C'est une période de paradoxes, de contrastes très forts, une créativité folle, des innovations techniques majeures, oui, mais à côté de ça, des fractures sociales béantes, une misère ouvrière réelle, des tensions politiques et un nationalisme très puissant. Un mélange d'optimisme affiché et d'angoisse bien présente en fait. C'est tout à fait ça. Une façade brillante, mais des fondations traversées de failles profondes, bien loin de l'image d'Épinal un peu lisse qu'on en a parfois. Et ça laisse une question en suspens, une question énorme. Comment cette société si effervescente, si créative, mais aussi si divisée et nationaliste, a-t-elle pu basculer aussi brutalement dans l'horreur de la Première Guerre mondiale? Comment l'illusion d'une paix durable a-t-elle pu voler en éclats si vite?